j'ai le plaisir d'accueillir ici le professeur Jean-Michel Hirt. Il est psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France, professeur des universités, auteur de plusieurs essais, par exemple L'épreuve de l'âme entre cinéma et psychanalyse, et Renoncer au naufrage, la pulsion au service du vivant sont les deux derniers parus chez la librairie Itac. Donc, Monsieur Hirt nous présentera un exposé avec le titre Un destin des pulsions, le renoncement. Eh bien, au plaisir de vous écouter. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir dans cette ville, Bruxelles, où j'ai beaucoup de souvenirs depuis ouais, pratiquement plus de 20 ans. Donc, c'est un retour presque aux sources. Et je voudrais donc vous présenter ce soir un travail qui peut-être va vous surprendre, mais je vais, je vais essayer de soutenir ce propos avec le désir qui me caractérise de donner à la psychanalyse aujourd'hui, disons, une forme de retour à la créativité, à une sorte de pas de côté par rapport aux grands anciens qui nous inspirent, mais qui ne doivent pas être fossilisés justement dans un respect qui n'a rien d'analytique. Alors, je poserai tout de suite la question, à quoi sert un psychanalyste aujourd'hui? À quoi il sert dans le tumulte du monde, dès lors qu'il semble prendre son parti du malaise grandissant dans la civilisation, que, trop prudent, il se soucie plus de psychologie que de métapsychologie, et qu'il s'offusque de ce que Lacan, dans le séminaire 14 sur la logique du fantasme, prétend quand il déclare l'inconscient, c'est la politique. L'inconscient, ici, il faut l'entendre comme l'expression du corps pulsionnel. J'ai écrit naguère un essai que vous avez eu la gentillesse de citer, que j'ai intitulé Renoncer au naufrage, la pulsion au service du vivant, publié chez Itac, maison d'édition qui est tenue par une collègue de la SPF, Anna de Staël, et que Marilia Eisenstein a beaucoup soutenu. Et mon ambition avec cet essai, mon ambition était grande, alors même que je jetais une bouteille à la mer. Son contenu se voulait aussi une réponse à une question posée par une psychanalyste et amie, Marie Moscovici, dont la pensée si sensible à l'articulation du psychique et du culturel reste décisive en ce qui me concerne. Il lui revient d'avoir posé cette question insolite et insolente, naguère dans sa revue L'Inactuel. De quoi, demandait-elle, de quoi le psychanalyste, bien démuni à cet égard, pourra-t-il feindre d'être le spécialiste? Du renoncement, peut-être? C'était sa question. À la suivre, le psychanalyste serait celui qui, par ses interprétations, ouvre la possibilité à l'analysant de renoncer au non-choix que lui impose sa pathologie, afin de lui permettre de choisir le choix, en l'occurrence d'incarner le choix d'un mode d'existence. Cela aboutirait à la construction d'une fiction qui autoriserait l'analysant à dire, tel Beckett dans L'Innommable, qu'ici soit mon seul ailleurs. Dans cette perspective, la cure psychanalytique serait une judicieuse opération de renoncement pulsionnel visant ce que Vladimir Granov appelait la prospérité d'une fiction. Mais
il précisait aussitôt sa pensée, c'est qu'à mes yeux, il s'est avéré que cette fiction n'était pas une illusion. Fiction, illusion, et si j'ajoute interprétation et construction, avec ces 4 termes, j'esquisse le cadre de mon intervention sur la portée du renoncement pulsionnel dans l'expérience du désir et l'usage que chaque psychanalyste peut en faire. Voulant renouer avec la volonté de Freud, qui rompt avec Jung, en refusant de séparer la psychologie individuelle de la psychologie collective, car l'être humain est toujours déjà un être en commun, je tentais dans cet essai d'élucider ce qui en nous, collectivement et individuellement, s'oppose au renoncement, voire suscite contre lui une protestation virile. L'expression est de Freud, vous vous en souvenez. Au point que s'est imposée une conviction, le renoncement pulsionnel ne pourrait signifier que renoncer à la pulsion, la réprimer. La question se pose, s'agit-il d'une forme instituée de pensée, pourtant loin d'être évidente, à lire les textes freudiens de 1913 à 1939, depuis Totem et Tabou jusqu'à l'homme Moïse et le monothéisme? S'agit-il d'une ignorance perpétuant une routine qui fait le confort des suffisances de notre milieu, expression est de Lacan? Ou plus fondamentalement, s'agit-il de la persistance dans la langue psychanalytique d'une croyance métaphysique qui interdit de penser la métapsychologie comme projet sans cesse en devenir? De plus, le renoncement pulsionnel ne peut pas se confondre avec la répression culturelle des pulsions, ni avec une résignation teintée de mélancolie. Enfin, la réalité insiste et l'urgence frappe à la porte. Que penser des avertissements de l'ensemble du monde scientifique pour qui renoncer à un mode de vie dispendieux, insoutenable pour la planète Terre, est devenu un impératif, si du moins la survie de l'espèce humaine est la priorité de celle-ci, ce qui est loin d'être sûr. Ce que le philosophe Gunther Anders appelait l'obsolescence de l'homme est partout à l'ordre du jour. Au temps de l'Anthropocène, ce n'est pas seulement l'Occident qui est au pied du mur, c'est l'écosystème terrestre subissant les effets des activités humaines et de la surexploitation des ressources. Toutes les rodomontades de l'extravagant locataire de la Maison-Blanche, les élucubrations des fanatiques nihilistes ou transhumanistes n'y changeront rien. Les faits sont têtus. Nous sommes payés pour savoir que la toute-puissance sexuelle et la jouissance du pouvoir, ces 2 versants du désir, liés entre eux par l'argent, sont loin de garantir la conservation de la vie. Un homme, Sigmund Freud, tirant les leçons de la boucherie de 14-18, puis de la montée ultérieure des totalitarismes, a été l'un des premiers à attirer l'attention de ses contemporains sur le destin de l'espèce humaine. En 1930, avec le malaise dans la civilisation, il se demande si et dans quelle mesure le développement culturel réussira à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l'humaine pulsion d'agression et d'auto-anéantissement. Et c'est lui encore qui donnera de plus en plus d'importance à ce processus psychique, le renoncement pulsionnel, qu'il jugera indispensable pour mener à bien le travail de culture, tout en s'interrogeant sur la capacité des individus à souffrir cette exigence et parvenir à la perlaboration de leurs affects. A fortiori, à l'époque de la conception scientifique du monde, la nôtre, qui relègue à l'arrière-plan la croyance aux idéaux religieux et qui encourage la volonté de puissance des hommes à traiter techniquement la nature comme un fonds permanent d'exploitation.
L'éternel combat entre pulsion de vie et pulsion de mort se déroule d'abord en chacun de nous. Et nous savons, grâce à nos cures et grâce aux travaux de Nathalie Salzman, cette autre amie inoubliable, que la vie n'est pas seulement du côté d'Eros et la mort de Thanatos. Mais la question de savoir qui l'emportera a été posée par Freud au niveau de la civilisation. Et plus que jamais, elle l'est au plan de l'espèce humaine. Si nous considérons que le psychanalyste n'a rien à apporter au débat que de nombreuses menaces font peser sur l'avenir de nos sociétés, alors celui-ci se range du côté de l'inertie et il fait le lit des forces d'autodestruction. C'est une possibilité. Le psychanalyste se transforme alors en complice de la dévastation. En tant que juif infidèle, Freud a choisi, avec la notion du renoncement pulsionnel, Triebverzicht, de nous donner à penser un aspect décisif de la vie psychique dans son articulation organique avec le développement culturel. Jean-Claude Roland, dans Les yeux de l'âme, voit à juste titre dans cette notion, plus qu'un concept, un complexe, en raison, dit-il, de sa cohérence théorique, acuité clinique et portée séparatrice. Et j'ajouterais de sa dimension métapsychologique. Certes, il suffit de regarder l'état du monde pour constater que la destructivité et le déchaînement pulsionnel sont des expressions majeures de la pulsionalité humaine, des symptômes de la nature excédentaire de sa volonté de jouissance. Considérée comme, je cite Freud, la plus haute prouesse psychique qui soit à la portée d'un humain, ce que Freud écrit dans son article sur le Moïse de Michel-Ange, le renoncement pulsionnel semble réservé à quelques individus à part, ceux que Freud appelle les héros culturels, tel Moïse, tel Prométhée. Où l'on retrouve ici cette oscillation constante et féconde de la pensée freudienne entre Athènes, Rome et Jérusalem. Ce serait aussi une erreur de confondre le renoncement pulsionnel avec la sublimation, même si, dans les deux cas, ces processus psychiques impliquent une intrication de l'inconscient et du conscient qui les différencie du refoulement. Il entre du renoncement dans la sublimation, mais celle-ci aboutit à une inhibition du but sexuel et au changement d'objet, tandis que le renoncement pulsionnel paraît impliquer une renonciation à l'objet du désir au profit de l'énergie libidinale vers un désir sans objet, soit un désir de rien, non pas rien du tout, mais rien de tout. En somme, un déplacement du but pulsionnel, donc de la visée du désir, en vue d'un éventuel progrès de la spiritualité. Mais au nom de quoi se ferait un tel déplacement? À la différence de la sublimation, la décision inhérente au renoncement pulsionnel entraînerait une alliance des trois instances de la psyché, à l'enseigne du procédé de l'introjection décrit par Ferenczi, en vue d'une construction identitaire où les revendications psychiques trouvent à s'accorder avec les valeurs culturelles. Freud n'en a-t-il pas énoncé la nécessité et la possibilité en formulant « Wo es war, soll ich werden », que parmi les nombreuses traductions, je choisis d'entendre comme « là où était le ça, je dois advenir ». En d'autres termes, la jouissance visée par le ça peut-elle se plier à la décision du je de désirer plus loin que soi? Ou bien le je doit-il faire de la jouissance sa norme au détriment de la puissance du désir? L'embarras inhérent à cette question tient compte de la phrase qui suit l'aphorisme de Freud dans la 31e nouvelle conférence. La phrase qui suit Wo es war, soll ich werden, c'est
c'est un travail de culture tel que l'assèchement du Zuiderzee. Dans le corpus freudien, le renoncement pulsionnel connaîtra une montée en puissance qui culmine en 1939 avec l'ouvrage ultime de Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Cette religion qui a commencé, écrit-il, par l'interdiction de se faire une image de Dieu et qui se développe de plus en plus au cours des siècles pour devenir une religion des renoncements pulsionnels. Il parle bien de la religion monothéiste qui implique les trois occurrences, judaïsme, christianisme et islam. Ne cédant rien sur l'interaction entre l'individuel et le collectif, Freud ne manque pas de souligner que le renoncement pulsionnel génère une grande satisfaction narcissique et que de la fierté en résulterait. Tout ça dans l'homme Moïse. Comment ne pas relever que ces renoncements pulsionnels, encouragés par la religion monothéiste en ces trois occurrences, deviennent la source, écrit Freud, des œuvres culturelles les plus grandioses. D'ailleurs, auparavant, dans l'article de 1912 sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse, Freud constate que le courant, je le cite, que le courant ascétique du christianisme a créé pour l'amour un ensemble de valeurs psychiques que l'Antiquité païenne ne pouvait lui conférer. Constat que l'étude de Michel Foucault, Les aveux de la chair, renforce magistralement, puisqu'il s'en déduit de ce livre de Foucault qu'avec la naissance du christianisme, coït, plaisir et amour peuvent être associés. Et c'est un nouage, coït, plaisir et amour, c'est un nouage que le monde antique tenait pour impossible. Le coït étant un besoin, incapable de soutenir l'amour qui excède tout besoin. Dès lors, faut-il entendre que seules de nouvelles valeurs psychiques sont à même d'orienter la pulsionalité vers de nouveaux destins. Maintes fois, Freud remarque que l'individu ne renonce jamais à rien, mais qu'il est capable de troc, soit l'échange d'une chose contre une autre. Il s'agira donc non pas d'un renoncement à la pulsion, mais bien plutôt d'un déplacement de la puissance de cette dernière afin de la mettre au service du désir d'infini, cette dimension autre de la réalité psychique, cette dimension proprement spirituelle. L'originalité de ce processus psychique, c'est de permettre au sujet de supporter la tension créée par la pulsion, dont la décharge est différée, tandis que son intensité est conservée, voire décuplée. Et le sujet use des intérêts de cette épargne pour accéder à la vocation spirituelle propre à sa vie psychique. On l'aura compris, il s'agit de deux choix possibles pour la pulsion. Soit le choix de la satisfaction partielle, obtenue avec un objet matérialisable, soit le choix d'une satisfaction alternative et différée en poursuivant un but d'ordre immatériel. D'un côté, se conformer à la norme de l'objet, de l'autre, inventer sa singularité de sujet. Ainsi, Antigone, celle qui affirme être faite pour partager l'amour et non pas la haine. Antigone renonce à se soumettre à la loi de la cité à cause, vous vous en souvenez, de son désir d'une sépulture pour son frère Polynice et de la passion qu'un tel désir emporte avec lui. Elle renonce à son confort personnel en s'opposant à une loi liée à l'ordre dominant, au nom, s'écrit-elle, de lois non écrites, inébranlables, les lois des dieux. Des lois qui ne sauraient être vraiment expliquées et justifiées, car, ajoute-t-elle, ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours, qu'elles ont vigueur et nul ne sait de quelle lumière. C'est au nom de cette étrange lumière suscitée par son amour pour son frère
qu'elle renonce au commandement de Créon. La prise en compte de la spécificité du renoncement pulsionnel chez Freud, elle commence avec Totem et Tabou en 1913, avec les conséquences du crime originaire. Ces conséquences sont les suivantes: élévation du corps mort à la dignité d'un père comme conséquence du meurtre, puis son élévation à la grandeur d'un dieu comme conséquence de la culpabilité des meurtriers. Les interdits culturels fondamentaux concernant le meurtre et l'inceste à la fois pérennisent l'acte criminel et constituent les portants de la vie en société. Soit renoncer au meurtre réel du père pour mieux tuer le père imaginaire et instaurer le père symbolique, le père de la loi. Je te pardonne de t'avoir tué, dira Granoff, dans un raccourci saisissant que l'on trouve dans Filiation. Mais le coup de théâtre qui va occuper le devant de la scène freudienne, il a lieu à Rome, dans la basilique Saint-Pierre aux Liens. Et il se trouve relaté dans l'article sur le Moïse de Michel-Ange. Dans un premier temps, cet article est publié dans la revue Imago, sans nom d'auteur, tant il raconte un événement psychique extraordinaire arrivé à Freud. Pendant 3 semaines de solitude, en septembre 1912, je suis resté debout tous les jours dans l'église, en face de la statue, écrira-t-il à Eduardo Weiss. C'est un événement difficile à assumer pour un homme de science qui cherchait encore à cette date la reconnaissance de ses pairs. En tout cas, un événement qui va provoquer un remaniement psychique générant sa notion du renoncement pulsionnel. Maintenant, imaginez que vous gravissez l'escalier abrupt qui mène du cours Cavour, si dépourvu de charme, à la place solitaire sur laquelle se dresse l'église abandonnée, afin de contempler la statue de Moïse, l'œuvre de Michel-Ange pour le tombeau du pape Jules II. Vous pouvez d'autant plus vous identifier au visiteur que ce dernier, Freud, mettra plus de 10 ans avant de légitimer ce qu'il appellera son enfant non analytique. En 2004, le réalisateur Michelangelo Antonioni, rendu aphasique à la suite d'un accident cardiovasculaire, mettra ses pas dans ceux de Freud pour vivre, avec le toucher de ses yeux et de ses mains, une confrontation bouleversante entre lui-même, sa présence muette et celle de cette statue. Il intitulera son court-métrage « Le regard de Michel-Ange » et je vous conseille de le voir très facilement sur YouTube. Alors oui, regardez à votre tour ce chef-d'œuvre. Éprouvez en retour le regard dédaigneux et courroucé du héros qui juge son peuple indigne de recevoir les tables de la loi. Vous aussi, vous vous sentez perdu dans la foule des Hébreux. Cette populace, note Freud, qui ne peut tenir fermement à une conviction, qui ne veut ni attendre, ni faire confiance, et jubile dès qu'elle a retrouvé l'illusion que procure l'idole. Soudain, ce que personne ne remarque, ce qu'aucun critique d'art n'a vu avant Freud, lui saute aux yeux. La puissance avec laquelle Moïse, ce prophète irascible, contient ses passions violentes. Excédé par la conduite de son peuple, adorant le veau d'or, sur le point de briser sous l'effet de sa colère les tables de pierre, ce Moïse que Michel-Ange a pris soin de doter d'une musculature imposante s'empêche de le faire. Au lieu de décharger sa fureur, il retient ces tables de la loi, qui sont aussi celles de l'alliance avec Yahvé, contre son corps, sous son bras droit. Moïse, selon Freud, se souvenant de sa mission prophétique, et pour la perpétuer, renonce à satisfaire son affect, renonce à la décharge pulsionnelle, soit le bris des tables,
pourtant consignée dans le texte biblique. Cette interprétation, liée au regard de Freud, on n'en soulignera jamais assez la portée. Elle fait de Moïse le père de la loi. Soulignons que pour y parvenir, Freud prête à Moïse la capacité symptomatique de se laisser pénétrer par les commandements divins comme promesse de vie ou de salut, comme parole divine, appelant des paroles humaines en réponse. Une telle entente amoureuse l'autorise à renoncer à la dictature de ses affects, à convertir un déplaisir sensible en un investissement de l'altérité irreprésentable. Remarquons aussi que les valeurs soutenues par la religion monothéiste entraînent ici une modification du système pulsionnel de l'homme Moïse. Les nouvelles valeurs qu'il incarne l'autorisent à abandonner les valeurs païennes antérieures. Afin d'élucider le ressort de sa fascination pour cette statue de Moïse, Freud déploie cette attention si particulière au rebut, refuse, note-t-il, de l'observation. Une attention créatrice qui débouche sur une interprétation qui est un gain pour la pensée analytique. Interpréter implique donc bien de renoncer à la satisfaction de l'évidence pour accéder à une autre satisfaction liée à la complexité de l'apparence. Dans le cours de son dernier ouvrage, Cet homme Moïse, son roman historique, Freud cherche à répondre à la question qu'il se pose. Que nous apporte cet éclaircissement de la satisfaction par renoncement pulsionnel pour comprendre le processus que nous voulons étudier, l'élévation de la conscience de soi lors des progrès de la spiritualité? Telle est sa question. Il apparaît déjà que le renoncement pulsionnel autorise la transformation d'un état psychique en un autre, en accordant une prime de plaisir au moi pour avoir satisfait les attentes du surmoi sans pour autant abandonner les exigences du ça. Mais cette opération psychique ne peut avoir lieu qu'au nom du désir d'une réalité plus importante que la décharge liée à un objet comme but. Le renoncement pulsionnel rendrait possible l'abandon d'un objet tangible pour un projet sensible. Chez Moïse, pour la transmission du décalogue, au nom du souvenir de la religion d'Akhénaton et de sa perpétuation, celle qui implique l'élection et l'alliance. La fiction de l'homme Moïse pour Freud exige la construction du grand homme, qui fonde son ici juif dans son ailleurs égyptien. L'orientation du peuple juif élu par Moïse vers les activités spirituelles, la puissance de l'invisible reconnue dans le visible, du Geistlich dans le Sinnlich, adviennent comme conséquence charnelle de l'action psychique que constitue le renoncement pulsionnel. Celui-ci vérifie ce que Freud, dans une note ajoutée en 1923 à l'au-delà du principe de plaisir, précisait. C'est aux pulsions sexuelles seules que nous pourrions attribuer une tendance interne vers le progrès et vers un développement plus élevé. Si Moïse est décrit par Freud comme un personnage violent et colérique, c'est en vue d'établir que son renoncement pulsionnel ne peut avoir lieu qu'à partir d'un riche terrain passionnel. La vigueur sculpturale de son corps vient l'attester. Renoncer à donner libre cours à ses affects, à imiter son peuple qui, par sa vénération de l'idole, sacralise l'animalité, signifie que Moïse privilégie le sexuel de la pensée. C'est du sexuel de la pensée que s'autorise la vie amoureuse, et c'est parce que la psychanalyse parle l'amour, selon la belle expression de Marie Moscovici, que Freud décide de mettre le mot amour, dit-il,
au principe de nos discussions et de nos exposés scientifiques. Il ajoute, toujours dans cet extrait de Psychologie des masses et analyse du moi, en procédant de la sorte, la psychanalyse a soulevé une tempête d'indignation, comme si elle s'était rendue coupable d'une innovation sacrilège. Laquelle, peut-on se demander? Déclarer qu'en faisant usage de ce mot amour, dans son acception à la fois charnelle et spirituelle, la psychanalyse renouvelle les valeurs d'affect et la résonance du mot amour. Nous laisserons aux philosophes, à Kierkegaard notamment, le soin de nous dire si le renoncement pulsionnel est une condition nécessaire afin de faire passer l'amour du stade esthétique au stade éthique. Mais c'est l'ensemble de l'interprétation à l'œuvre dans son homme Moïse, ce livre-testament, qui atteste de la capacité du renoncement pulsionnel dont Freud fait preuve. Renoncement à faire de Moïse un juif, renoncement à la version biblique de sa mort, renoncement à la sacralisation de l'homme. Jamais mieux que dans cet ouvrage, on ne découvre combien la vie de l'esprit est le fruit d'une vie en dialogue transférentiel avec cet autre devenu son hôte. Non une solitude, mais une dualitude. D'un côté, cet étranger familier, que Moïse aura été pour l'homme Freud, de l'autre, ce juif infidèle, Freud, capable d'entendre l'écho de la voix qu'il prête à son prophète. À choisir de relire Freud à l'envers, en partant de ce dernier opus, l'homme Moïse, il devient clair que si le nerf du renoncement, c'est la pulsionalité qu'il réclame pour avoir lieu, celle-ci exige en retour une nouvelle appréciation des valeurs à partir de l'usage des mots de la langue. Et le fruit de ce processus psychique, ce sont des régulations inédites du vivant qui parviennent à s'incarner. Risquons maintenant l'hypothèse suivante. Si le renoncement pulsionnel peut se faire au nom d'une perspective considérée comme supérieure à la décharge, renoncer provoquerait un saut de la pulsion d'un plan de la réalité psychique dans un autre plan de celle-ci, que j'appellerais le plan de la réalité spirituelle. Soit un plan capable de mobiliser la pulsion avec une intensité qui supplante l'immédiateté d'une décharge. En raison de sa capacité psychique au renoncement pulsionnel, chaque personne pourrait accéder à sa réalité spirituelle, celle-ci étant reliée à l'espèce humaine dans la psyché. Serait conservée dans cette réalité spirituelle cette matière langagière de mémoire dont sont porteurs les fables, les mythes et les religions accumulées par l'humanité. Matière de mémoire en attente des mutations et transitions réclamées par les différents moments de la pensée qui vont faire événement dans la réalité. À l'appui de cette hypothèse, l'étonnant article de Freud en 1932 sur la prise de possession du feu. Dans cet article, il se livre à une construction caractéristique d'une pensée spécifiquement analytique. Il considère que la condition préalable pour s'emparer du feu a été le renoncement au plaisir, à tonalité homosexuelle, de l'éteindre par le jet d'urine, et que ce fait peut être confirmé par l'interprétation de la légende grecque de Prométhée, ce héros culturel encore divin. Nathalie Salzman s'est souvent demandé devant moi comment Freud était passé du père-orang-outan, c'est l'expression de Lacan, ce père-orang-outan de la horde primitive, au père des paroles, Debarim en hébreu. Ce père des paroles étant Moïse. D'une part, ce n'est pas le meurtre du même père, du père par le sang, écrit-elle dans De la guérison psychanalytique, du père possesseur des mères et arbitre de la sexualité des fils,
du père physiquement puissant. D'autre part, hors lien du sang et du sexe, le Moïse de Freud est le père de la loi qui implique le renoncement pulsionnel et fait de la paternité un progrès de la spiritualité. Prométhée, porteur du feu, ce titan serait-il le maillon intermédiaire entre les deux pères, lui qui prétend, dans la tragédie d'Échille, Prométhée enchaîné, avoir fait des mortels des êtres de raison doués de pensée. Il avait pratiqué, souligne Freud, le renoncement pulsionnel et montré combien est bénéfique, mais aussi combien est indispensable un tel renoncement pulsionnel à visée culturelle. Reste que le châtiment infligé au héros dans la légende exprime, Freud toujours, la rancune que l'humanité, mue par les pulsions, ne manqua pas de ressentir contre le héros culturel. Ressentiment qui, selon moi, n'est pas non plus sans lien avec le refus de la féminité que suscite tout renoncement pulsionnel, vécu comme une défaite, voire une débandade pour le porteur du pénis, trompé dans son attente de plaisir. D'autant que cet événement psychique fait sortir l'individu de la satisfaction immédiate au profit du pouvoir de la mémoire. Renoncer à cette action visible et sensorielle, la miction, implique d'imaginer et privilégier une situation future, invisible et sensible, édifiée grâce au souvenir d'une situation passée où la conservation du feu a prouvé sa valeur charnelle et spirituelle. La beauté de l'art rupestre de la préhistoire en témoigne encore aujourd'hui. Outre un au-delà du principe de plaisir qui manifesterait une éventuelle jouissance du déplaisir, le renoncement pulsionnel, l'élaboration de l'hostilité et de l'agressivité qu'il réclame, permet de mieux prendre en compte le principe de réalité, notamment sous l'angle de la temporalité. En mettant le présent de son action en tension subjective et affective avec les développements passés ou futurs, l'être humain accède à la durée, un temps vécu et non plus un temps subi. En l'arrachant à la répétition, la conquête du feu, en tant qu'acquisition dans la durée, rend compte du passage d'un état à un devenir, de la fixité d'une forme de plaisir à sa métamorphose. En faisant présent du feu aux hommes par amour, Prométhée, renonçant au privilège divin de le posséder, pouvait déclarer avoir délivré les hommes de l'obsession de la mort et installé en eux les aveugles espoirs. Il reviendra à cet autre héros culturel, l'homme Moïse, de leur ouvrir les yeux de l'âme sur leur désir d'infini. Les modifications psychiques, écrit Freud en 1933 dans sa lettre à Einstein, Pourquoi la guerre, allant de pair avec le procès culturel, sont frappantes et sans équivoque. Elles consistent, dit-il, en un déplacement progressif des buts pulsionnels et en une restriction des motions pulsionnelles. Des sensations qui, pour nos lointains ancêtres, étaient empreintes de plaisir, sont devenues pour nous indifférentes ou même insupportables. Si nos exigences d'idéal éthiques et esthétiques se sont modifiées, il y a à cela des fondements organiques. Ce sont donc de nouvelles valeurs psychiques supplantant des valeurs exténuées qui influencent ou réorientent les systèmes pulsionnels vers de nouveaux destins. Parmi les conséquences culturelles des renoncements pulsionnels, Freud distingue dans sa lettre à Einstein le renforcement de l'intellect qui commence à dominer la vie pulsionnelle et l'intériorisation du penchant à l'agression avec toutes ses conséquences avantageuses et dangereuses.
Pour finir, discerner quelle modification des valeurs régnant dans notre culture pourrait entraîner une transformation du système pulsionnel des individus à la faveur de leur renoncement pulsionnel à des conduites caduques, renoncement permettant un progrès de la spiritualité, serait peut-être, en écho à la question préliminaire de Marie Moscovici, une des tâches des psychanalystes en ces temps de détresse. L'heure sombre d'un sombre voyage est-elle advenue quand plus aucune instance symbolique n'est qualifiée à devenir le dépositaire de la dignité humaine, quand les régressions en cours nous ramènent à un état antérieur de l'évolution, comme le redoutait Nathalie Salzman, quand l'homme n'est plus le remède de l'homme, ajoutait-elle. Ou bien, ou bien, fort de cette devise de la Hanse, à laquelle Freud tenait beaucoup, naviguer est nécessaire, vivre ne l'est pas, l'effroi provoqué par la nudité de notre vie pulsionnelle nous conduira à un sursaut nécessaire, à une acceptation amoureuse de la réalité. Le hasard réserve bien des surprises. Près de chez moi, à Paris, une main inconnue a inscrit sur un mur « Grandir, c'est renoncer ». Serait-ce une trace du passage de Zarathustra déclarant, Nietzsche donc, tu dois construire par-delà toi-même. Je vous remercie. Merci pour votre exposé qui témoigne d'une très grande maîtrise de l'œuvre de Freud. Et je suis toujours très admirant par rapport à nos collègues français qui, qui ont vraiment une maîtrise excellente de l'œuvre de Freud. Et vous êtes un de ces collègues, je pense beaucoup à André Green maintenant. Surtout, vous avez élaboré ou ajouté un autre destin des pulsions, donc le grand article de Freud de 1915 sur la pulsion et le destin des pulsions, vous avez ajouté le cinquième destin, c'est quand même nouveau pour moi. J'ai beaucoup de questions, mais d'abord je veux donner la parole à la salle, donc j'en suis sûr qu'il y a plusieurs collègues de chez nous qui veulent intervenir. Arlette? Arlette Lecoq. Non. Arlette. Voilà, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais très émue quand j'ai lu ton texte, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant. Vraiment, j'avais quasi les larmes aux yeux à la fin du texte. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Et en même temps, ça m'a bousculée parce que tu déploies de façon magistrale et d'une manière qui n'était pas la mienne en tout cas, cette idée de renoncement pulsionnel. Et je fais partie du groupe FilmPic et d'autres vont sans doute réagir aussi peut-être dans le même sens ou autrement. Mais Nathalie Salzman, dans son livre sur l'esprit du mal, est très irritée à un certain moment contre Freud à propos de son texte Malaise dans la civilisation. Hein, parce que elle le prend différemment de toi
Et elle considère que c'est justement une façon un peu de réifier les choses et d'amener comme solution une restriction pure et simple de la pulsion. Alors que pour elle, ce qui est important, c'est le travail de culture qui doit s'appuyer sur l'élaboration, notamment l'élaboration du mal, qui doit faire partie de la cure, etc., etc. Et donc, j'ai été étonnée, et au début, je me dis, tiens, c'est bizarre, que, surtout que tu connais très bien Salzman, que tu parles du renoncement comme ça. Et puis, en suivant ton texte, j'ai vu que tu le différenciais tellement de quelque chose de réifié. Au contraire, tu considères que ce n'est justement pas cela, ce n'est justement pas quelque chose qui fixe, ce n'est pas une question de fixité, mais bien au contraire. Et tu l'associes non seulement à un nouveau destin des pulsions, mais aussi à une notion proche en étant différente. Là, je te demanderai peut-être de repréciser. Pour moi, ce n'est pas tout à fait clair par rapport à la sublimation. Hein? Oui, parce que dans la sublimation, c'est vrai qu'il y a une inhibition quant au but et un déplacement vers des objets valorisés socialement. Dans le renoncement, comme tu en parles, il y a quand même aussi, tu n'appelles pas inhibition quant au but, mais enfin quand même quelque chose qui ne va pas jusqu'au but, mais qui est aussi quand même déplacé, mais vers la spiritualité. C'est ça qui est peut-être différent. Et j'ai remarqué, et ça j'aime beaucoup aussi, c'est toute l'importance que tu accordes finalement à la pensée, au sexuel de la pensée. Et il y a un mot que tu n'utilises pas beaucoup et qui, moi, me traversait pourtant l'esprit en te lisant, c'est la notion du surmoi, mais du surmoi évolué, qui me paraît aussi extrêmement importante, peut-être pour comprendre ta façon de concevoir le renoncement pulsionnel. Voilà un peu mes commentaires. Mais comme nous faisons partie du même petit groupe, là, où nous retravaillons le travail de culture, justement, et au fond, on l'avait repris dans un sens beaucoup plus pessimiste que toi, parce que je trouve que ce qui nous émeut, c'est un espoir, l'espoir d'amour lié à le passage de la sublimation à la spiritualité, justement. Alors, il y a tout de même deux questions. Je me demandais, c'est un terme philosophique, mais quand même j'y ai beaucoup pensé en t'écoutant, surtout à la fin. Quelle différence fais-tu? Est-ce qu'il y a la spiritualité, comment est-elle liée à la transcendance? Voilà. Parce que c'est quand même au-dessus de soi où on va. C'est quelque chose qui est ce désir d'infini, ce désir oui, je dirais hors soi, à partir évidemment de tout ce travail pulsionnel, d'un nouveau destin pulsionnel. Donc, je suis à la fois très, très, très intéressée. Je pense que je n'ai pas tout compris parce que l'exposé est très dense. J'aimerais bien le lire. Et alors, malgré tout, je m'interrogeais quand même, oui, bien sûr, la spiritualité serait un destin pulsionnel finalement qui irait vers un travail de culture qui élèverait l'être humain. C'est peut-être aussi ce que Freud voulait dire dans les progrès de l'esprit, hein, voilà. Mais je ne peux quand même pas m'empêcher d'être très découragée par ce qui se passe, par la répétition des pulsions de mort, finalement, même si Nathalie Salzman essaye de sauver la chose par la pulsion anarchiste. Je ne sais pas, il y a dans tous les totalitarismes, tous les partis d'extrême droite qui naissent partout actuellement, il y a là une répétition depuis la Shoah qui est tout de même extrêmement préoccupante.
Et moi, à ce niveau-là, la lecture de Kertész m'a apporté beaucoup de choses, mais il va un peu dans son sens. Je pense qu'il sent quelque chose aussi de l'ordre de cette spiritualité. Alors, oui, c'est plein d'espoir, mais il y a là, en contrepoint, toujours une destructivité qui vient rendre les choses difficiles, dirais-je. Oui, oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors moi, je ne vais pas renoncer à dire combien je suis contente qu'on se voit, qu'on peut en parler de vive voix. Alors ça, ce que je vais dire a à voir avec les interventions d'Arlette et de Nicole, parce que nous travaillons ensemble dans un groupe commun. Et, et donc, je vais peut-être reprendre autrement que vous deux. Voilà, ça va compléter. C'était, j'ai essayé dans ce groupe parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble, la notion du renoncement. Et donc, je crois que j'en étais euh, corporellement imprégnée de cette expérience-là. Et que j'ai essayé dans le groupe FUNPIC de faire passer le fait qu'on pouvait conceptualiser le renoncement autrement que le renoncement civilisationnel, hein, celui du domptage des pulsions, et qui est plus celui que vous avez développé, et qui est finalement un renoncement de vie, en quelque sorte. Alors, mais c'est ce que j'essaie de vous dire, et qui irait en s'appuyant sur ce que Jean-Michel développe, c'est en fait, oui, du côté de la culture. Alors, de là, ma deuxième question, qui a à voir avec la spiritualité. Parce que cette espèce d'autre dimension à laquelle on accède dans le travail du renoncement, il y a plusieurs termes que vous utilisez. C'est pour ça que je suis contente qu'on peut en parler directement, parce qu'à la lecture, ce n'est pas toujours évident. Moi, j'aimais beaucoup l'idée du projet sensible. On va quelque part du côté du sensible, et du sensible, de l'insaisissable. Alors, est-ce que le spirituel est très globalement ce qui nous échappe? Et à ce moment-là, on irait du côté du travail de culture de Salzman, qui est en terre étrangère, voyons ce qu'on peut créer. Donc alors voilà, une espèce de création psychique qui va pouvoir... Alors ça a peut-être à voir lorsque vous parlez du poète ou du héros. Est-ce que la rédaction poétique pourrait s'inscrire là? Est-ce que dans spiritualité, vous mettez aussi, comment je dirais, la croyance religieuse pour certains? Et puis, et c'est là où c'est pas toujours facile la distinction à faire, quand même certaines créations artistiques. Et d'ordinaire, on placerait les créations artistiques du côté de la sublimation, mais peut-être que c'est là aussi on peut différencier les créations artistiques dans ce grand espace de l'accès à la réalité spirituelle. Merci pour ces questions qui vont nous emmener encore plus loin. Alors, je commencerai par Arlette, qui me touche d'avoir été touché, parce que toucher, c'est ce qui est en jeu. Il s'agit justement de la question du corps, hein, et pas simplement d'une sorte d'élévation au-dessus de soi-même, mais dans le corps, ce qui peut être en résonance avec la pulsion. Première chose. Mais, alors évidemment, ça a été, tu t'en doutes, une longue conversation avec Nathalie, puisque c'était pas une opposition entre elle et moi, c'est que je crois qu'il y avait, quand on en parlait, il y avait chez elle une forme de réticence
qu'on trouve d'ailleurs chez la plupart des collègues, hein, moi-même d'ailleurs. Au début, renoncement pulsionnel, ça signifiait renoncement à la pulsion. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est à critiquer d'un point de vue analytique. D'abord parce que c'est pas du tout évident. Renoncement pulsionnel, ça ne veut pas dire renoncement à la pulsion. Ça caractérise comme adjectif la pulsion. La pulsion, le pulsionnel caractérise le renoncement. Donc, ça lui donne une coloration très pulsionnelle à ce renoncement. Donc, soit on en fait ce renoncement comme ça a été dit, répété, trop répété, sans y penser, renoncement à la pulsion, ou alors on en fait quelque chose d'autre, renoncement non pas à la pulsion, mais au contraire, grâce à la pulsion, renoncer à un objet pour une dimension autre. Alors, bien sûr, on retrouve donc renoncer à pour. Mais bien sûr, là, on retrouve évidemment sur son chemin la sublimation. Bon. Alors, j'ai de la chance parce que, au fond, Freud n'a jamais confondu sublimation et renoncement pulsionnel. La sublimation, bon, il n'a pas vraiment non plus écrit là-dessus. C'est dans son œuvre. On voit combien ça a toute son importance par rapport à la question de l'art. Finalement, beaucoup moins par rapport à la question de la religion. Il en parle très peu dans cette direction-là, hein, ce qui n'est pas pour nous laisser de marbre précisément, ça doit nous étonner. Et puis, il me semble que la question de la sublimation, justement, est une question plus restreinte, dans la mesure où elle va tout de même vers un objet qui sera l'objet d'art. Mais j'ai envie de penser, hein, de faire cette hypothèse que le renoncement pulsionnel ne va pas vers un objet, ne va jamais se satisfaire à partir du moment où il soutient ce désir d'infini. C'est-à-dire que, au fond, quand je dis que c'est un désir de rien, ou un désir sans objet, pour le dire aussi comme ça, je crois que je suis au plus près de ce que j'essaye de construire. C'est-à-dire que c'est un désir qui va où il doit aller en fonction des capacités de chacun. Je pense tout à fait comme ça, par association, mais c'est important. Il y a dans un évangile apocryphe, qui est l'évangile de Pierre, et il y a un moment où Pierre dit j'ai vu Jésus selon la capacité que j'avais à le voir. Et je trouve ça très intéressant qu'ils disent selon la capacité que j'avais à le voir, parce qu'il induit justement que c'est une capacité spirituelle en lui qui va lui faire voir l'homme Jésus. Et que c'est très spécifique, très singulier. Ça lui appartient à lui, Pierre. À chacun sa capacité spirituelle. Et à chacun sa capacité de renoncement pulsionnel. Bon. Pour répondre à Nicole, alors là aussi, vos questions se croisent. Donc je réponds à Nicole, mais je continue à répondre à Arlette et je m'adresse aussi à Claire. Je crois que là où quelque chose n'a pas pu être encore repris par Nathalie, hein, qui bien sûr n'avait vraiment pas terminé son chemin de pensée. Hein. Elle est morte beaucoup trop tôt, hein. Après justement ce dernier livre sur le mal, sur l'esprit du mal. Je crois que elle était très consciente que le travail de culture, Kulturarbeit, c'est quand même un travail qui demande quelle disponibilité psychique et comment y parvient-on?
ça l'interrogeait beaucoup, hein. Elle était très soucieuse de cette possibilité que nous avions psychiquement de nous orienter, et c'est là où elle faisait une différence, à mon avis, très importante entre civilisation et culture, hein, puisqu'elle montrait combien, pour aller vite, la civilisation c'est statique et la culture c'est dynamique. Voilà, c'est ça, conservatrice, statique, voire euh, euh, rigidifiant les pensées, hein, alors que la culture est un mouvement à la limite, en tout cas pour Nathalie, je crois ne pas trop m'égarer en me souvenant de nos échanges. Pour elle, il y avait quelque chose avec la culture, on était du côté, dans le meilleur des cas, de l'anarchie, de la pulsion, hein, de la transgression. Bon, elle n'était pas trop sur ce versant-là, mais plutôt de l'anarchie au sens de une volonté de soutenir la pulsion et de soutenir les différentes facettes de la pulsion. Parce que précisément, si elle parvient, ça m'a beaucoup inspiré, vous vous en doutez, si elle parvient à faire de la pulsion de mort autre chose que ce qu'on en faisait d'habitude, à savoir quelque chose de destructeur, mais au contraire quelque chose qui peut, voilà, qui peut permettre dans une cure, dans un travail à la personne, de voir combien elle peut s'appuyer sur la pulsion de mort pour se détacher justement, pour entrer dans un dynamisme nouveau. Là, du coup, la pulsion de mort ne conduit pas à la mort, mais bien au contraire à la vie. Et c'est ça qui me paraît extrêmement précieux dans sa réflexion et qu'elle nous a offert, hein. Et donc, je crois que j'ai été inspiré par ça pour me dire, mais au fond, le renoncement, c'est aussi de ce côté-là que moi j'ai envie d'aller l'explorer, c'est-à-dire cesser d'être fasciné et je dirais euh, par quelque chose de l'ordre de la civilisation, à savoir le renoncement pulsionnel, c'est l'abandon de la pulsion. Il faut bien voir, du coup, comment ça s'est passé pour Freud, puisque précisément, non seulement il utilise deux termes, sublimation et renoncement pulsionnel, mais en plus, sur la sublimation, il n'y a pas grand-chose, je dirais, en tant qu'article, alors que le renoncement pulsionnel, c'est tout un très long développement dans l'homme Moïse et la religion monothéiste, hein. Et ça permet cette avancée, ces progrès dans la spiritualité ou de la spiritualité, ça dépend de la traduction qu'on choisit, qui, pour Freud, avaient toute leur valeur, hein. Autrement, tout ça, tout ce que j'ai pu citer n'aurait aucun sens, hein. Et alors, moi, ce qui m'intéressait, du coup, c'est la généalogie de cette capacité qu'il a eue à imaginer ou inventer, en tout cas interpréter à partir de la statue de Moïse, cette, cette, ce processus psychique. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Autrement, on ne comprend rien à cet article. Il ne s'agit pas simplement d'une contemplation, il s'agit vraiment de quelque chose qui est arrivé à un homme qui n'était pas né de la dernière pluie, qui avait toutes les préventions possibles par rapport au catholicisme romain notamment, une grande ambivalence par rapport à cette ville, et qui tombe en arrêt, si j'ose dire, face à ce qu'il voit et ce qu'il voit de lui-même dans la statue, hein. Et à ce moment-là, se met en place tout un travail psychique de remaniement, hein, au sens quasi férenzien du terme, hein, se remanier ou mourir, hein, on pourrait presque dire ça, hein. En tout cas, pour lui, c'est pas l'heure de mourir, fort heureusement, mais c'est l'heure aussi de proposer quelque chose qui me semble quelque chose que nous n'avons pas assez, je dirais, euh, mâché. Le renoncement pulsionnel implique une nouvelle forme il s'agit de le goûter, hein, à toucher, hein, pour reprendre l'expression d'Arlette. Il s'agit de le voir justement non pas comme quelque chose d'abstrait, mais comme quelque chose qui a affaire avec la pulsion et avec le meilleur de la pulsion si nous en avons les moyens psychiques, évidemment. Alors, peut-on parler de...
Alors, évidemment, on peut comprendre aussi pourquoi il y a eu beaucoup de réserves de ce côté-là dans le milieu analytique pendant beaucoup d'années, hein. C'est vrai que, d'une part, l'homme Moïse et le monothéisme, ou plutôt la religion monothéiste, ça n'a pas été particulièrement apprécié par les analystes, hein, quand c'est paru, hein. Ça a été même assez scandaleux pour beaucoup d'entre eux, dans la mesure où Freud terminait avec cette figure hautement symbolique et en même temps cet interlocuteur intérieur, hein, et que, bon, on ne l'attendait pas là, mais en plus, il en faisait une véritable proposition. Il nous proposait un héros culturel. Et un héros culturel dans la lignée de ce Prométhée qui, lui aussi, est une figure du renoncement. Donc, il se passe quelque chose, il est arrivé quelque chose à Freud à ce moment-là, et il est arrivé quelque chose qui, à mon avis, euh, a pris le temps d'une réflexion longue qui passe par toutes les élaborations depuis 1912, mais qui faufile le texte freudien. C'est-à-dire que on peut très bien ne pas entrer dans ça. On peut très bien le laisser de côté, surtout lorsqu'on considère, à tort à mon avis, que les écrits culturels ne sont pas des écrits cliniques. Or, ça n'est pas du tout ce que je valorise, hein. Moi, je pense que les écrits culturels, dits culturels de Freud, sont des écrits qui nous mènent autrement à regarder, à prendre en compte des éléments théoriques, cliniques, de la plus belle eau. Alors, ce qui a pu aussi être une grande entrave, c'est le fait que la spiritualité, bon, ça a une résonance religieuse, c'est évident. Freud athée, Freud se déclarant juif athée, juif infidèle, tout ça on connaît. Maintenant, encore une fois, quel est l'athéisme de Freud? Ça, c'est une autre question, hein. Et qu'est-ce que ça veut dire juif athée? C'est une question que moi j'ai vraiment étudiée avec beaucoup d'intérêt. J'en ai fait un livre d'ailleurs, parce que c'est d'une très grande complexité. Ça n'a évidemment pas un athéisme comme ça, à la petite semaine, hein. Mais gardons cette idée que pour lui, la question de la religion, qu'il valorisait beaucoup, hein, à un moment donné, je crois que c'est dans l'autobiographie, il dit mes études sur la question religieuse, je cite de mémoire, je les tiens en très haute estime. Il le dit lui-même. Donc la question religieuse ne l'a jamais lâché. Et bien sûr, l'homme Moïse est partie prenante de cette question. On ne va pas pour autant, et là je vais un peu plus du côté de Claire, on ne va pas pour autant dire qu'il s'agit de légitimer la croyance religieuse ou de la rendre illégitime. La question n'est plus là. La question est bien plutôt de considérer que peut-être le renoncement pulsionnel nous permettrait de mieux comprendre ce que moi j'appelle dans la réalité psychique, cette réalité spirituelle, cette conquête, pour reprendre le terme de Freud, hein, cette conquête, à la mesure où cette réalité spirituelle ne serait pas justement refermée sur le sujet, mais s'ouvrirait sur l'espèce. Ce serait un véritable trait d'union entre le moi et l'espèce humaine, à laquelle, bien sûr, nous, dans la culture, nous sommes liés, hein. Et donc, à ce moment-là, il pourrait y avoir prise en compte de toute cette mémoire de l'espèce qui implique justement les fables, les mythes et les religions, hein, pour en faire quelque chose de singulier. On n'est pas dans une croyance justement au sens une croyance de groupe. Il Allez-y. y a une intervention. Isabelle Lafarge. Bonsoir. Bon, moi, je ne suis pas très familière avec votre pensée, mais j'étais très intéressée par ce que vous nous partagez ce soir.
Il y avait un aspect particulier dans votre exposé qui a retenu mon attention, c'est la question, je ne sais pas si je vais l'exprimer comme vous l'avez dit, mais que dans ce renoncement pulsionnel, il n'y avait pas perte et peut-être même, il y avait même une plus grande puissance de la pulsion par la Tout à suite. fait. J'aimais beaucoup cet aspect-là qui n'a pas été beaucoup développé. Et je me demandais déjà si vous pouviez en dire un petit peu davantage sur comment vous imaginez que ce processus de puissance conservée, ou en tout cas peut-être même décuplée, je ne sais pas, par ce renoncement pulsionnel. J'avais euh, peut-être une petite piste en vous écoutant encore là maintenant. Je me demandais si lorsqu'on prend les mécanismes, les destins habituels, enfin bien mieux connus d'inhibition quant au but et de changement d'objet de la pulsion, on reste quand même dans je dirais, dans un but pulsionnel qui reste au service narcissique, j'ai Tout à envie fait. de dire ça comme ça. Oui. Et lorsque vous parlez de spiritualité, qu'effectivement ça peut nous mettre sur la piste de quelque chose un peu plus religieux, je me demandais si on ne pouvait pas parler alors peut-être d'universalisme ou d'humanisme, ou en tout cas quelque chose qui dépasse euh, l'individu. Oui. Voilà, c'est un petit peu de Oui, vous avez creuser un raison. peu. Qui va du côté de l'espèce, justement, de Oui, l'espèce oui, humaine. oui. Et je crois, enfin, je pense, j'en suis sûr, puisque comme vous, je reçois des patients, euh, il y a ces moments-là dans les cures. Alors, je ne peux pas développer des situations cliniques, je crois que ce serait un peu délicat, mais je pense que souvent, euh, quand quelqu'un va du côté de considérations qui peuvent nous apparaître comme, euh, disons, un peu culturelles, un peu trop culturelles, voire esthétisantes, je crois qu'on aurait tort de ne les écouter que comme une façon de se défendre, hein, comme ça a pu être dit, hein, c'est pas forcément faux d'ailleurs, hein, mais je crois que il s'agit d'avoir au moins deux oreilles à cet égard et de considérer que peut-être là s'exprime quelque chose qui va du côté de cette réalité spirituelle, de cette universalité, hein, pour reprendre votre terme, en tout cas de ce dépassement, sans aucun doute. Et surtout, qui du coup n'est plus lié à un seul objet, hein, et bien entendu, euh, nous sort un petit peu de la confrontation du moi avec son objet, mais nous amène à imaginer aussi, de façon assez stimulante, en tout cas en ce qui me concerne, à imaginer que le moi n'est pas forcément prisonnier de son narcissisme, hein. Il peut, c'est toute une différence aussi très intéressante qui m'a été inspirée par Pierra Olanier, la façon dont elle fait la différence entre moi et je. J'ai toujours trouvé ça très... Enfin, je ne le fais pas travailler de la même façon, mais ça m'inspire dans cette construction de pensée. Ce- Le je n'est pas euh, refermé ou juste un moi dupliqué, hein. Il s'agit de quelque chose d'autre, hein, qui, pour moi, va du côté de cette dimension psychique et spirituelle. Il ne s'agit pas du tout d'une réalité spirituelle qui serait transcendante, qui planerait, hein. Il s'agit d'une réalité spirituelle à l'intérieur de la réalité psychique, hein. Si on laisse pas ça à l'intérieur, du coup, on va vers la croyance religieuse. On va vers les religions, et donc un détachement, l'idéalisation, enfin, tout ce qui n'apporte rien pour notre cause, hein. Oui, j'ai aussi une question. Allez-y. Oui. Euh, quelque... Donc, le week-end passé, j'ai relu L'avenir d'une illusion de Freud en préparant un séminaire hier que nous avons organisé ici sur le problème de l'illusion et le désillusionnement des analystes. Et donc, j'étais vraiment étonné et surpris quand j'ai relu cet article de Freud. Il, il écrit vraiment que la religion est une
illusion, une névrose infantile, mais à la fin, on ressent vraiment ces doutes, cette ambivalence de Freud par rapport à la religion. Donc, et je pense que c'était en dialogue avec Pfister qu'il a écrit cet article et qu'il veut vraiment convaincre que la psychanalyse est une vraie science et qu'il faut faire le choix d'une science. Et donc, j'étais vraiment plein de questions, mais est-ce que, comme analyste freudien, est-ce qu'on peut alors protéger ou conserver sa propre conviction religieuse? C'est une question à moi. Et je sais aussi, après Winnicott et surtout après Bion, je pense qu'il y a d'autres théories beaucoup plus nuancées que Freud. Mais j'ai senti en relisant L'avenir d'une illusion de Freud, mais il est quand même contradictoire et il cherche, il le décrit comme une névrose infantile, mais il n'est pas vraiment rassuré de lui-même. Donc, elle est en train de... Une deuxième question, et c'est aussi posée par Isabelle, quelle est, dans votre exposé, j'étais en train de chercher où est le mot moi idéal et quel est le lien avec le narcissisme. Et j'avais surtout une question par rapport, quelles sont les conséquences, les implications pour une théorie de la technique si nous suivons vos pensées. Quelles sont les implications? Parce qu'ils sont quand même très importants pour les analystes. Notre technique est déterminée par le renoncement. Donc, la règle fondamentale pour l'analyse, c'est l'écoute. C'est l'écoute librement flottante, mais surtout l'abstinence, la neutralité, éviter de prendre position, reporter ses conclusions, l'attente, la capacité négative. C'est le renoncement est toujours là. Mais pour moi, il se pose quand même un problème technique avec certains patients qui préfèrent justement, je pense à un patient qui préfère d'être toujours que je suis neutre et dans le renoncement, un analyste vraiment abstinent. Ça ne pose pas de problème pour lui, mais ça, c'est le problème, qu'il est toujours dans le renoncement. N'y a-t-il pas des conditions qu'il faut renoncer à la renonciation? Oui, bien sûr. Oui, oui. Si je prends la question, enfin les questions par cette dernière remarque de votre part, le renoncement, il y a de mauvais renoncements, hein. Il y a des renoncements qui sont justement du côté de la résignation, du côté du repli, du côté de l'enfermement, hein. Quelle est la différence entre une renonciation et une attitude indifférente? Je pense aussi au narcissisme négatif. Le patient qui aspire à un état. Je pense aussi au concept de Green sur le narcissisme négatif. Donc, le patient qui veut le zéro, un état zéro, le nirvana, le rien, la pulsion de mort. Donc, on pourrait aussi parler quelle est la relation entre la renonciation et la pulsion de mort. Bien sûr, bien sûr. Il faut surtout renoncer à la pulsion de mort, je pense. Ce sont beaucoup de questions que vous posez là, parce que beaucoup de questions, c'est tout à fait délicat, hein. On est dans un magasin de porcelaine, hein. Bon, pour, pour reprendre, pour le coup, le début de votre interrogation à partir de ce texte sur l'avenir d'une illusion, bien sûr,
l'ambivalence de Freud, elle est réelle et elle est alléluia, j'aurais envie de dire, parce qu'elle elle nous permet de, justement de problématiser la question religieuse, qui n'est évidemment pas une question qu'on peut abandonner, justement, qui doit toujours être une question qui tenaille chacun, à la mesure où euh, il s'agit ni de croire, ni de croire ni de croire en Dieu, ni de croire en l'inexistence de Dieu, puisque c'est aussi ça l'athéisme, hein, une croyance en l'inexistence de Dieu, ou des dieux. Donc la question de la croyance, la question de la conviction, tout à fait d'accord avec vous pour dire que Freud s'est laissé la possibilité de réfléchir de toutes les façons, avec quand même deux termes, enfin un terme qui est le terme de l'illusion, hein, et l'illusion, évidemment, depuis Winnicott, nous avons tendance à croire que l'illusion, et même dans le texte de Freud, relu après Winnicott, on a tendance à croire, vous terminez sur ça d'ailleurs, que l'illusion, on ne peut pas s'en passer. On peut passer d'une illusion à une illusion de meilleure qualité, qui elle-même sera dépassée par une autre, et ainsi de suite. Bon, Bion aussi a été de ce côté-là, avec une orientation beaucoup plus du côté de la spiritualité, de façon extrêmement ouverte, hein, chez Bion, hein, dans un certain nombre d'écrits, hein. Alors, ça pose une question, enfin, je ne sais pas si vous la posez comme ça en parlant de Green et du négatif, mais je pense aussi que, et ça m'a beaucoup étonné, de voir, il n'y a pas tellement longtemps, à Lyon, il y avait un jury de thèse dont j'étais, où un étudiant, un doctorant, travaillait sur la question du positif. Et il essayait justement de voir, en s'appuyant sur la question du renoncement, avec sa pratique, avec un certain nombre de cas cliniques, comment le renoncement pulsionnel pouvait nous orienter du côté d'un positif qui ne serait pas en même temps, euh, je dirais, quelque chose soit de défensif, soit de purement névrotique, hein, ou pire. Donc, la question du positif doit nous, nous travailler, ne peut pas nous laisser indifférents, hein. Et je pense que, et évidemment, il mettait ça en tension avec le négatif tel que Green en parle. Alors, il y a aussi quelque chose sur quoi je voudrais revenir à propos de ce que disait Nicole. C'est vrai que nous sommes dans un temps, bon, c'est un peu comme ça que je finis, hein, un sombre temps. On ne peut pas dire que l'avenir est radieux. Euh, Précisément, je veux dire, on est dans un temps, presque un temps messianique. C'est-à-dire, du côté de la fin, on sent que quelque chose bouge à tout niveau, qu'on change d'air, enfin, toutes sortes d'expressions plus ou moins rapides là-dessus, mais il se passe quelque chose de nouveau dans la civilisation et la culture, sans aucun doute. Et comment on fait avec ça? Et surtout, ce qui me frappe, c'est la façon dont les sociétés, bon, notamment Nathalie disait fort justement que la psychanalyse n'est jamais aimable pour la société. Elle avait raison, mais la société nous le rend bien puisque elle nous considère de plus en plus comme dispensateurs de soins, bon, des psychologues un peu sophistiqués ou pour, des, pour la classe supérieure. Enfin, nous avons perdu une place que nous occupions encore dans la société au niveau culturel. Aujourd'hui, on n'entend plus que les sociologues. Il n'y a qu'eux qui sauraient dire quelque chose sur l'articulation entre le psychique et le culturel. Ça, c'est très étonnant. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce terrain a-t-il été abandonné? Et au nom de quoi? Et pourquoi nous acceptons cela? Parce que ça pose la question de la place de la psychanalyse qui n'a jamais été pour Freud une simple psychologie. Et donc, il y a une bataille à mener, indubitablement, mais qui n'est pas forcément simple à mener, même à l'intérieur de nos associations. Parce qu'il y a une psychologisation de la psychanalyse qui, pour moi, est inquiétante. Il y a une question de Jean-Paul Matteau. Merci beaucoup, j'arrive à point parce que
C'était un peu ma question. Je voudrais d'abord vous remercier énormément par rapport à ce par quoi vous terminez maintenant, mais par rapport à ce à quoi vous avez commencé. C'est-à-dire que, est-ce que les psychanalystes, est-ce que les sociétés de psychanalyse acceptent de rester complices ou bien entrent dans quelque chose que moi j'ai appelé entrer en politique? Voilà. Pas la politique politicienne évidemment, mais une politique qui est la question de la collaboration, enfin de la participation plutôt de la psychanalyse et des psychanalystes à la réflexion sur les enjeux de l'humain et de l'humanité dans l'Anthropocène. Et je pense que votre conférence est vraiment extrêmement importante pour ça. Et elle est intéressante aussi parce que on voit bien à travers vos développements qu'il y a moyen de prendre cette question à partir de beaucoup d'entrées différentes. Vous avez choisi celle du renoncement, avec toutes les références et comme ça a été dit aussi, toutes les connaissances très approfondies de Freud qui sont les vôtres. Et je pense que c'est vraiment important que ça puisse être affirmé avec beaucoup de force, qu'on peut aussi entrer en politique à partir, pour la psychanalyse, à partir quand même de références quand même relativement classiques, on pourrait dire. Voilà. Alors, Marc et vous avez vous aussi repris un petit peu la question d'autres auteurs possibles, parce qu'effectivement, si on entre en politique, même si on n'est pas politicienne, il faut forcément qu'il y ait un pluralisme quelque part. Et ce pluralisme, vous avez cité Winnicott, vous avez cité Bion, c'est clair qu'il y a là d'autres axes possibles. Mais ce que je retiendrai quand même comme peut-être un commun à toutes les réflexions qui vont avoir lieu, qui ont lieu, c'est la question quand même du lien pulsion-objet. Je pense qu'il y a là quand même un enjeu qui dépasse peut-être les manières de concevoir les théories psychanalytiques et qui est on ne peut pas dire autrement, cette espèce d'hyper-investissement destructeur qui est fait des objets dans nos civilisations, en particulier occidentales, mais maintenant globalisées. Alors, cette question alors, vous avez envisagé la question d'un au-delà de l'objet, au fond, qui serait l'infini. Alors là, c'est vrai qu'on peut penser à Bion, O, etc. Mais on peut aussi se poser la question, alors, renoncer à l'objet. Alors, moi, ça me fait un peu penser à Winnicott quand même, parce qu'on a quand même vu beaucoup de muscles, je trouve, dans votre exposé, évidemment à partir de ceux du Moïse de Michel-Ange, hein, qui ont impressionné tout le monde, c'est vrai, il est très, très, très musclé. Et donc, il y a la question du maternel, qui viendrait comme en contrepartie de ça, et la question que Winnicott avait amenée à sa manière, un peu énigmatique, hein, du féminin pur versus le masculin pur, le féminin pur qui serait du côté de l'être, et le masculin pur qui serait du côté du faire et de l'avoir, sans lier d'ailleurs masculin à homme et féminin pur à femme. C'était pour lui quelque chose qui est, d'ailleurs c'est à partir d'un patient homme qu'il en avait parlé. Mais donc cette question comment dire, de l'investissement de l'objet peut être traitée par rapport bon, je parlais de Bion, mais on peut parler aussi au fond de Winnicott avec le concept d'informe, c'est-à-dire l'informe, précisément quelque chose qui vise à prendre des pensées sans essayer de les lier, c'est-à-dire quelque chose qui est une sorte non pas de déliaison, mais de parti pris d'accepter le non-sens, qui n'est pas de sens, et que ça a de la valeur. Donc je pense qu'il y a là quelque chose qui va peut-être un peu quand même dans le sens de ce spirituel que vous disiez. Puis alors, il y a une deuxième question quand même qui est, est-ce que le champ du pulsionnel couvre l'ensemble ou permet de caractériser l'ensemble du fonctionnement psychique? Winnicott pensait que non. La question reste largement en débat, hein, y compris ici. Avec Arlette, c'est un échange qu'on a de manière tout à fait régulière et auquel on tient beaucoup. Donc,
cette question-là, parce que renonce, alors ce pulsionnel qui ne serait plus dirigé sur l'objet, qui s'en détacherait pour aller vers autre chose au-delà, l'infini, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie plus simple de le concevoir? C'est le concept de mère-environnement de Winnicott. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'un lien primaire, mais qui n'est pas dans le champ ni de l'objectal, bien entendu, puisqu'on parle encore d'unité primaire, bébé environnement, et qui n'est pas non plus, donc qui n'est pas du côté qui n'est du côté ni de l'objet ni du pulsionnel. Voilà. Oui, c'est très riche ce que vous me proposez là. Je souriais à la fin parce que vous parlez de Winnicott avec la mère environnement, et moi j'avais en tête, mais avant Winnicott, il y a Lou Andréas Salomé. Et Lou Andréas Salomé a dit très bien ces choses-là. Et elle les a dites en tant que femme. Et elle les a dites à Freud, qui, faisait comme ci, comme ça. En tout cas, c'était la plus proche de lui à bien des égards, malgré les divergences qu'il pouvait avoir. Mais elle insiste beaucoup sur cette dimension qui est, on pourrait presque dire, océanique, hein. D'ailleurs, je pense que quand Freud reprend cette expression, il l'a en tête, ses conversations avec Lou. Et cette dimension océanique, c'est une dimension qui, évidemment, va du côté de l'infini. C'est un océan sans rivage. Là où peut-être je vais apporter une nuance par rapport à la question de l'infini, c'est que moi, je ne dis pas l'infini, je dis le désir d'infini. Ce n'est pas la même chose dans ma tête, parce que voilà, si on considère que la pulsion va pouvoir entrer dans ce jeu de force qui est lié au renoncement, la pulsion va trouver une forme d'élaboration en tant que désir. La pulsion devient vraiment ce désir, et du coup, ça élargit beaucoup la question du désir. Ce qui lui permet, puisqu'on l'élargit, la question de s'ouvrir à l'infini et de ne pas mettre, je dirais de façon trop étriquée, le désir forcément en tension avec un objet. C'est ça aussi qui déplace, à mon avis, la question du renoncement, déplace la question du désir et donne au désir une autre dimension qui me paraît quand même très opérante. Hein. Bon. Alors, par ailleurs, vous parlez de muscles. Oui, la statue, elle en a, et Moïse, sans aucun doute, comme tous les fondateurs de religion, hein, je crois, ce sont, d'ailleurs, Freud le disait très très bien d'une autre façon quand, dans l'introduction au narcissisme, peut-être vous vous en souvenez, il dit, mais après tout, pour être un ascète, il faut avoir beaucoup de pulsions en soi. L'ascète n'est pas quelqu'un qui est pauvre pulsionnellement, c'est au contraire quelqu'un qui est trop riche, hein, et qui peut du coup aller au-delà des objets, ce passage du rien du tout au rien de tout, qui est un vrai passage mystique. Hein. Bon, le rien de tout, c'est Marie-Madeleine. Elle passe à ça. Hein. Elle passe à une richesse pulsionnelle et sexuelle importante dans le texte, et elle va vers ce rien de tout, qui est autre chose qu'un simple néant. Alors, je voulais juste ajouter que, à propos de la musculature de Moïse, que en fait, ce qui me paraît très intéressant aussi dans la façon dont Freud la lit, hein, ou la délie plutôt, c'est que ce Moïse devient très féminin. Ce Moïse n'est pas... C'est pour ça qu'au début de mon texte, je disais, il s'agit, avec le renoncement à la pulsion, ça c'est une protestation virile qui a été adoptée de façon très patriarcale par l'ensemble du monde analytique, évidemment. Hein. Mais ça, c'est une protestation virile. Alors qu'il me semble que si on a du mal à accepter le renoncement pulsionnel, c'est qu'on a un peu de mal avec la question du féminin en soi.
Parce que précisément, du côté du féminin, le renoncement pulsionnel ne me semble pas du tout une étrangeté, du tout. Et c'est là où je suis aussi très reconnaissant à Freud d'avoir fait bouger l'image du Moïse qui se laisse pénétrer, hein, qui se laisse pénétrer par les voix du Seigneur, hein, les VOX. Donc Oui. là, il y a quelque chose qui s'est passé aussi qui me semble quand même modifier un petit peu notre vision du renoncement pulsionnel. Mais pour aller aussi dans votre sens, je serais tout à fait d'accord. Est-ce parce que Winnicott était britannique jusqu'au bout des ongles que le nonsense avait tant de valeur à ses yeux et, bon, et le hors-sens va dans la même direction, précisément pour lever l'hypothèque d'une définition qui plombe la pensée, c'est-à-dire pour réintroduire du sexuel dans la pensée. Avant de terminer, un anglais. Mais c'est parce que j'avais associé, puis il se fait que vous venez d'en parler, donc c'est pas très intéressant. De toute façon, je veux dire, je sais parce que j'avais associé mais vous venez d'en parler de la question du sentiment océanique, parce que j'ai repensé plutôt à l'échange entre Freud et Romain Roland autour de cette question de l'attraction vers l'illimité et le sentiment océanique, que dans un article, c'est parce que je viens de le lire maintenant, que Liliane Abinsour a fait sur l'attraction vers l'illimité, le sentiment océanique, dit que ce n'est pas du tout à rabattre que du côté de la régression et du désir de retour au sein maternel, Oui. quoi, comme Ferenczi, qui en avait quand même l'intuition, a essayé de le théoriser, quoi. Mais voilà, enfin bon, c'était une des associations, j'en avais d'autres, mais il fait on en a parlé, qu'il est l'heure sans doute d'aller boire. Oui, mais vous avez raison, mais je pense là encore que on ne prend pas assez en compte. Oui, on ne prend pas assez en compte, je pense, et ça aussi c'est une question. Pourquoi est-ce que euh, ça reste encore si difficile d'admettre le caractère fécondant, j'oserais le terme, de la pensée de Lou Andreas Salomé sur les élaborations freudiennes. Hein, c'est pas du tout. Alors que très généralement, Lou Andreas Salomé est plus ou moins euh, mise de côté, alors qu'il me semble qu'elle a une importance considérable, non seulement parce que elle était ce qu'elle était, hein, la personne d'une intelligence et surtout d'une capacité à entrer dans la pensée freudienne euh, qui convenait parfaitement à Freud, on peut le dire, hein, jusqu'au bout. Hein, pas de... Alors qu'il a pu avoir, bon, c'était une femme, et il a eu des divergences beaucoup avec des hommes, ok. Mais en même temps, il y a des femmes qui n'étaient pas. Mélanie Klein n'était pas du tout à la même place que Lou Andreas Salomé pour lui, hein, sans aucun doute. Et je pense que Lou nous permet de faire un pas du côté justement de cette réalité spirituelle à partir de ses enjeux en tant que femme. Par exemple, dans le fameux texte sur Ce ne sont pas les femmes qui ont tué le père, on voit comment elle travaille la question de la relation entre les femmes, les filles et le père de façon extrêmement fructueuse pour nous. Hein. Et là, on voit combien quelqu'un qui a connu Nietzsche de si près, Nietzsche qui intéressait énormément Freud, hein, même si il est un peu discret là-dessus, on sait très bien que Nietzsche était un interlocuteur pour lui tout à fait considérable, même si, bon, ils ne se sont pas rencontrés, mais il y avait les textes de Nietzsche. Elle a été cette passeuse entre Nietzsche et Freud, et elle a été aussi cette femme qui avait une relation amoureuse avec Rilke, qui a été très très importante pour aussi la question de tout ce qui se joue précisément dans le hors-sens de la poésie, dans le hors-sens du texte qui va vers cette réalité spirituelle.
Et aussi avec Tosque, je pense. Avec Tosque, mais c'est une autre aventure. Alors, Oui, il s'est suicidé. oui, mais il s'est suicidé dans une Oui. relation Eh bien, complexe avec Freud. oui, mais donc renonçons à votre pensée très passionnante. Donc, nous vous remercions Mais c'est d'être moi qui vous venus remercie. ici. C'était vraiment un vrai plaisir de vous écouter.